Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S406 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 21 avril 2022. Cette émission vous est présentée par Nikon. Nous sommes de retour dans le podcast Faut pas pousser les ISO avec le biologiste et photographe sous-marin Laurent Balesta pour une grande émission au coin du feu. Alors Laurent, on l'a évoqué dans ta présentation au début d'émission, tu as reçu une quantité impressionnante de prix et de distinctions depuis les années 2000. Par exemple, tu es triple lauréat du Plongeur d'Or du Festival mondial de l'image sous-marine, triple lauréat du Wildlife Photographer of the Year, notamment en 2021 avec le grand prix reçu pour une incroyable image de l'accouplement de Meru que tu as réalisé au cours de la mission Gombessa 2 en Polynésie. Tu as reçu la médaille de chevalier de l'Ordre national du mérite, une école porte ton nom dans l'Hérault et un poisson a été nommé en hommage à ton travail. Ici, évidemment, je ne parle que des distinctions qui te sont personnellement adressées. Il y a aussi tous les prix reçus pour les nombreux documentaires sur lesquels tu as travaillé. Laurent, qu'est-ce qui te manque à ton palmarès comme distinction ? Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Bien sûr, j'ai couru à un moment donné derrière un peu de reconnaissance. Sinon, on ne s'inscrit pas dans ces concours. Hein. On vient pas vous donner ce prix malgré vous. C'est bien que vous avez participé à la compétition. Donc, il faut reconnaître qu'on cherchait à être reconnu. Bon, voilà. Maintenant, j'essaie de bien garder en ligne de mire le plaisir de faire et pas le simple plaisir du résultat. Je me suis peut-être égaré ces dernières années là-dedans parce qu'on avait de plus en plus d'opportunités. Donc, j'étais avec un appétit sans limite de nouveaux projets et peut-être même jusqu'au point d'en perdre le goût de faire. Et simplement, ça c'est très dangereux d'être plus que dans le goût du résultat, de l'image finale, du livre à la fin, etc. Et de perdre le goût de le faire, d'être dans l'eau, d'aller chercher ces images, d'aller chercher ces rencontres. Alors il est très probable que désormais j'essaie, même si j'ai encore un travail à faire sur moi, mais que j'essaie d'en faire moins peut-être pour le faire mieux et surtout pour le faire avec plus de la passion, il faut la cultiver. C'est-à-dire que le plus difficile à maintenir, c'est pas le cœur à l'ouvrage, quoi. Je crois que ça, c'est comme quand tout à coup tous les partenaires, les sponsors, quand tous les gens vous disent chiche, d'accord, je te soutiens, je vais t'aider pour ce projet. Quand tous les feux sont au vert pour vous permettre de vivre votre passion. Surtout quand dans le passé, c'était pas le cas. Et que du coup, il y avait un côté un peu mort de faim de vouloir tout faire. Mais que tout à coup, avec le temps, on commence à avoir toutes les opportunités possibles. Il y a un premier réflexe qui est le réflexe de tous les morts de faim, de tous ceux qui ont eu faim à un moment, c'est de tout prendre, de tout faire. Et on s'épuise et peut-être voilà, il faut cultiver l'envie aussi, voilà, et j'essaie de faire attention à ça désormais pour garder du cœur à l'ouvrage qui, j'en suis convaincu, est la clé de tout. Il y en a qui disaient, c'est un lieu commun de dire il n'y a pas de talent, il n'y a que du travail. Bon, ça c'est connu depuis Jacques Brel, depuis, enfin tout le monde dit ça. Bon, moi je crois qu'il y a, je suis pas sûr effectivement qu'il y ait vraiment du talent. Oui, il faut le travail, mais il n'y a pas de talent, il y a du cœur à l'ouvrage. Voilà. Plus on a de cœur à l'ouvrage, plus on peut faire des jolies choses. Et avant même de faire des jolies choses, dans mon cas particulier du monde sous-marin, être en situation de faire des belles choses, c'est-à-dire se retrouver en situation devant des choses, des êtres vivants, des écosystèmes un peu difficiles d'accès ou des animaux inaccessibles, jamais rencontrés. Je pars toujours de ce prérequis. D'abord le sujet. Après, il y a la façon dont on va le traiter, la façon dont on va en parler, la façon dont on va le mettre en lumière, puisqu'on parle de photos. Mais d'abord le sujet. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui sont capables de faire une belle photo avec n'importe quel sujet. Voilà, ils vous prennent le plus banal des poissons clowns et puis ils font une superbe photo. Alors moi, ça me fascine parce que
c'est pas ça qui me porte. Ce qui me porte, c'est d'abord d'aller au-devant d'un mystère du monde sous-marin, que ce soit un animal, un lieu, un écosystème reculé. Et à partir de là, parce qu'on est comme ça, là, on a atteint une sorte de frontière, une limite de ce qu'on peut faire avec nos piètres qualités de primates qui ne sont pas des poissons. Quand on arrive à ça et qu'on est un peu poussé dans ces retranchements, et ben c'est là où je me sens le plus capable de faire... Finalement, c'est quand je me sens le plus mal ou le plus vulnérable que je suis peut-être le plus expressif et que j'arrive à faire quelque chose d'un peu joli. Mettez-moi dans un récif corallien pas profond, avec de l'eau chaude, très très beau, où tout est facile. Et c'est sans doute pas là que je donnerai le meilleur de moi. Ouais. Et pour autant, ces récompenses là qu'on vient d'évoquer aussi permettent à la fois une reconnaissance et une aura auprès du grand public, de faire connaître son travail, et du coup d'aller plus loin dans les expéditions, d'aller plus loin dans la voiture. On l'a vu récemment, la Panthère des Neiges qui a eu un César, ça permet de toucher beaucoup plus de gens. Ah oui, et puis ça va nous aider à tous. J'ai eu l'occasion de le dire à Vincent. Évidemment, le féliciter pour son travail, mais j'avais pas besoin qu'il ait ce prix pour le féliciter, mais le remercier, en fait, pour ce prix. Parce que Vincent et Marie Amiguet, co-réalisatrice. Oui, bien sûr. Vincent et Marie, les remercier parce que, avec leur succès, ils vont nous aider à nous tous, faiseurs d'images de nature. Il est très probable que grâce à leur succès, pendant quelques temps, ça durera peut-être pas, mais tout à coup les producteurs, les distributeurs de cinéma vont à nouveau penser que le documentaire de nature fonctionne en termes grossiers et commercial, que ça fonctionne. Voilà. Alors peut-être ils vont du coup, grâce à Vincent et Marie, nous donner une chance à quelques-uns d'entre nous de porter nos aventures au grand écran ou en tout cas à d'autres publics plus généralistes. Souvent, c'était gentil de rappeler les prix reçus ces dernières années, mais j'ai des fois l'impression que ça reste des prix, des récompenses d'un entre-soi, de gens déjà convaincus et déjà amoureux de nature. Voilà. Okay. Avec un César ou une projection au Festival de Cannes, comme ont eu droit Vincent et Marie, on sort de cet entre-soi, on touche des gens qui sont pas forcément déjà convaincus ou amoureux de nature. Voilà. On va bientôt, ce sera ça le futur projet, le futur peut-être objectif pour toi. Laurent, est-ce que tu peux nous décrire un peu les différentes facettes de ton travail et finalement comment tu arrives à faire cohabiter l'artistique et le scientifique? Bon, je me suis jamais trop posé la question. Je pense que ma nature profonde était peut-être plutôt artistique et peut-être même plus dans les mots, presque littéraire peut-être. Mais j'ai été dupé par mon idole, le commandant Cousteau, qui mettait en scène le biologiste marin sur son bateau. Alors, naturellement, naïvement, quand j'étais petit, je me suis dit, ah oui, c'est ça, il faut être biologiste marin. J'avais pas compris que même le biologiste marin sur la Calypso était d'abord un artiste, en fait. Et sans être un comédien, il avait quand même cette nature. Et donc, j'ai fait des études scientifiques, mais avec peut-être une nature plutôt artistique au départ. Alors, c'était parfois un grand écart douloureux entre des études que je trouvais un peu rébarbatives parfois. Quand les études en sciences, faut pas croire qu'on apprend les petits animaux. Non, on apprend surtout l'analyse de données, la modélisation, la génétique. Moi, j'ai été traumatisé par les équations de Schrödinger. Ah ben voilà, à la fac. Ouais. Non, mais je peux comprendre. Moi, le pire, c'était je crois l'analyse statistique, où on a beau être devant de la donnée. Enfin, on transforme la nature en données, en chiffres. Voilà. Et pour l'anecdote, j'ai eu l'occasion d'avoir un petit entretien avec Emmanuel Macron en septembre dernier lors du sommet de l'IUCN, enfin l'Union internationale de la conservation de la nature. Marseille. Et voilà, à Marseille, dont il avait fait l'ouverture. Et je savais qu'on allait
lui parler pendant plusieurs jours de la biodiversité, c'était le but, mais on allait lui parler de la biodiversité en termes de chiffres, de pourcentage, de nombre d'espèces, de statistiques, voilà. Et donc, mon parti pris, en 5 minutes qui m'ont été accordées, ça a été de tout de suite lui dire, voilà, la biodiversité, c'est pas des chiffres, hein, c'est d'abord une réalité de fait de chair et de plumes, et dans mon cas, d'écailles et de tentacules, et voilà. Et j'ai essayé de lui faire un petit panel très rapide de l'éventail incroyable du patrimoine naturel français, puisque voilà, le territoire français est tel que on a, c'est pas qu'on possède, mais je pense c'est plutôt qu'on a la responsabilité autant de récifs coralliens tropicaux que de zones arctiques et antarctiques, ou que de zones tempérées, Méditerranée, Atlantique, enfin voilà. Et lui montrer que du coup, on a le privilège et donc la responsabilité d'une biodiversité extraordinairement étendue, et dont il reste encore la très grande majorité à illustrer, parce que, encore une fois, on les connaît. Ils ont un nom et un prénom en latin, il y a un échantillon dans un musée, on a des chiffres, encore une fois, mais 99% des animaux sous-marins n'ont pas été illustrés vivants. Et c'est ça qui guide ta démarche naturaliste finalement, mais c'est plus le mystère que les noms latins ou les chiffres qu'on évoque là. Oui, pendant longtemps, ça aussi c'est des lieux communs de dire il faut montrer la beauté du monde pour en témoigner, et on aime ce qui est beau et on respecte ce qu'on aime, et donc voilà le cercle vertueux pour obtenir du respect, voilà, comme si on devait sensibiliser, on peut sensibiliser par le beau, on peut se dire ça. Moi j'ai toujours eu un problème avec ça a jamais été, pour être tout à fait sincère avec soi-même, je me lève pas le matin en disant je dois témoigner de l'état du monde, ou je dois sensibiliser les gens, je me lève avec l'espoir d'assouvir une curiosité naturaliste, d'avoir la chance de voir des animaux qu'on ne voit jamais, et de pouvoir les photographier du mieux que je peux. Enfin, voilà, c'est ça le moteur. Et après, oui, on aimerait que ça ait du sens. Alors, il y a ce sens facile, entre guillemets, de dire je montre la beauté parce que ça va aider à faire aimer et respecter le milieu, et donc à le préserver. Voilà. Alors déjà, je trouve que, si tant est que ça marche, parce que depuis les années 70, Cousteau a été un des premiers à avoir ce discours, et il faut montrer pour faire respecter, voilà. Si c'était vraiment si efficace, des images animalières de toutes les espèces en voie d'extinction, on en a, hein, et ça les a pas forcément sauvées jusque-là. Donc, c'est pas si efficace que ça. Après, il y a l'autre alternative, montrer les horreurs du monde pour choquer et faire que les gens se révoltent dans ça, montrer des pollutions, montrer des animaux blessés, voilà. Ça a aussi son efficacité. Mais tout ça, ça touche à l'optimisme, voilà, ça titille l'émotion, et ça titille l'optimisme, le pessimisme, qui de toute façon sont des postures. L'optimiste peut très bien se dire « Ah non, mais vous inquiétez pas, tout va s'arranger ». Et puis le pessimiste dire « De toute façon, c'est foutu ». Et donc les deux font rien au final. Voilà. Alors, moi, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'il faudrait si désormais, à l'âge mûr que je suis en train d'atteindre, petit à petit, sans s'en rendre compte, et donc du coup, on a envie de donner un peu plus de sens à son travail, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est ça, il faut continuer à montrer cette beauté, et je me suis aperçu parce que y a des photographes qui montrent des belles choses, même dans mon domaine du monde sous-marin, il y en a beaucoup, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui fait, par exemple, que j'ai eu des prix que d'autres n'ont pas eu? Je me suis posé cette question. Enfin, je pense que, alors, ça peut être juste la chance, hein, après tout. Voilà, il y a un jury. Voilà. Mais je me suis demandé, est-ce qu'il y avait quelque chose de concret qui pouvait distinguer parfois, hein, pas toujours, mais mon travail d'un autre? Et je me suis dit que c'était ni la beauté que je montrais, ni les horreurs que j'aurais pu montrer parfois, mais c'est le mystère. Et que je pense que ça parle plus quand on arrive. Alors c'est un exercice compliqué que je maîtrise pas, hein, forcément, qui m'échappe même un peu, mais je crois que quand je parviens à mettre dans une image cette notion de mystère,
et même si parfois on l'interprète pas avec les bons mots, moi le premier, quand je suis, changeons de sujet, je suis devant une aurore boréale, je suis devant un coucher de soleil extraordinaire, je suis devant un vol d'oies sauvages en formation parfaite, en V, et on a tendance à dire « Waouh, que c'est beau !» Voilà, que c'est beau. Mais on se trompe. Je crois que c'est pas ça le mot. Le fait qu'on soit sidéré devant ces spectacles naturels, une aurore boréale, oh, c'est des rayons verts, tu vois, sans être cynique. Un vol en formation d'oie sauvage, c'est un V, c'est assez basique comme forme géométrique, vous voyez. C'est pas franchement beau. En fait, je crois que ce qui nous sidère quand on est devant ces spectacles, c'est qu'il y a un mystère. Il y a quelque chose qui nous échappe. Comment c'est possible ? On se formule pas forcément cette question. D'ailleurs, on la simplifie, on contourne, et on dit que c'est beau. Comme on dit qu'un dieu est beau, alors qu'il n'est pas beau, il est juste mystérieux lui aussi. Et je me suis dit que peut-être, c'est peut-être ça qui avait distingué certaines de mes photos, qu'elle suggérait, ou elle sous-entendait, ou elle faisait comprendre qu'il y avait là un mystère. Surtout la dernière, sur l'accouplement de Mérou avec l'espèce de point d'interrogation qui précisément, se forme comme il y a une question là derrière, donc il y a un mystère. Et peut-être que ça, je me demande si ça pourrait pas être une nouvelle voie quand on cherche à donner du sens et au final à préserver, plus que la beauté pour émouvoir, plus que l'horreur pour révolter. Est-ce qu'il n'y aurait pas le mystère à essayer de mettre en image ? Alors c'est un peu plus compliqué, comment on met en image un mystère, je suis pas certain de savoir l'expliquer, mais si on arrive à faire passer ça, je crois qu'il y a une autre forme de respect qu'on peut obtenir. Parce qu'un mystère, par définition, c'est quelque chose qui nous échappe, qui nous dépasse, qui peut un peu nous faire peur. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on respecte. Quand on est devant quelque chose qui nous fait un peu peur parce qu'on ne le comprend pas, parce que ça nous dépasse. Je me demande si des chefs d'État surpuissants et ultra militarisés, si tout à coup on les mettait devant la grandeur, l'énormité des mystères de la nature, ça les rendrait pas un peu plus humbles, voyez. Je me souviens de cette réflexion de Nicolas Hulot. Une fois, on nageait avec des baleines à bosse. C'est pas ce qu'il y a de plus mystérieux, les baleines à bosse, quoique on sait tellement peu de choses de leur comportement. On remarquera quand même le level des anecdotes de Laurent Balesta. Alors l'autre jour, je discutais avec Emmanuel Macron. J'étais avec Nicolas Hulot avec des baleines à bosse. Emmanuel Macron, c'est 4 minutes dans ma vie. Ça a été assez bref. Je suis pas sûr qu'ils s'en souviennent. Mais Nicolas Hulot, oui, c'est une longue histoire de plus de 10 ans. Ouais. Et je me souviens quand on sortait de l'eau, donc moi j'étais fasciné, on venait de nager avec un groupe de 4 baleines qui nous étaient passées autour. Alors moi j'étais tout de suite dans le concret, je lui dis t'as vu un peu comme elle a bougé la nageoire, t'as vu il y avait son bébé derrière qui se cachait sous son ventre. Et lui il avait déjà passé un cap de réflexion, il me disait si on pouvait là descendre les chefs d'État du G7, là, on les descend tous là. Et on leur montre ça. Je suis sûr qu'ils changeraient beaucoup leur politique. Okay. Ben voilà. Et je pense que c'est parce qu'ils verraient là quelque chose qui les dépasse. Alors je me demande si c'est pas ça que j'essaie des fois de montrer dans mes photos, cette histoire, cette nature qui nous dépasse. Alors Laurent, quand on regarde un peu les fameuses expéditions Gambessa, les missions Gambessa, c'est des dispositifs hyper impressionnant. Je veux dire, j'ai une question qui est peut-être un peu terre à terre, mais comment est-ce que tu fais pour financer tout ça ? J'essaie d'aller voir ceux qui sont susceptibles de financer et de leur parler le plus sincèrement possible. Je n'ai pas de conseiller en communication, je n'ai pas de personne qui m'explique comment vendre ce verbe presque grossier, un projet. Je vais voir ces gens et je leur raconte une histoire que j'aimerais vivre, évidemment que j'aimerais partager. Ces gens vont pas me financer juste pour ma pomme, pour que je m'amuse, moi et mes camarades, mais il faut bien qu'il y ait quand même un résultat derrière, quelque chose qu'on va pouvoir partager, une contribution à la connaissance, à l'illustration naturaliste. Mais j'essaie de leur raconter l'histoire. Souvent, je vais les voir en commençant d'abord par ce que j'ai déjà fait.
j'ai cette paranoïa ou non pas cette superstition de ne pas vendre ton petit portfolio. Mais oui, comme j'ai fait avec Nicolas Hulot à la sortie de mes études, je suis allé le voir avec mes photos et en essayant de lui raconter des histoires. Ben, aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard, je fais pareil. Quand je dois voir un partenaire, surtout quand je le connais pas, ben, j'essaie de lui montrer ce qu'on a déjà fait, d'où est parti, comment on a réussi. Parce que le challenge dans ma situation, mais ça doit être le cas pour plein d'autres porteurs de projets, c'est comment on transforme un rêve fou en un projet sérieux. Sérieux, tu veux dire réalisable? Oui, voilà, c'est ça. Et voilà, c'est ça le paradoxe. Parce que faire rêver, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile, en fait. Parce que, vous savez, c'est presque comme, je sais pas si je caricature, mais c'est presque comme dans une relation amoureuse. On tombe amoureux de quelqu'un parce qu'elle nous fait rêver. Ou voilà, elle nous transporte. Voilà. Mais probablement qu'on va rester avec si elle sait nous rassurer. Et des fois, ça, c'est à l'opposé de faire rêver. Et c'est tout l'équilibre d'une relation amoureuse, je crois. Il y a sans doute, c'est des sujets. C'est un sujet d'émission à part entière. C'est ça. C'est qui nous dépasse. Déjà, a priori, c'est un bon modèle. Non, mais il faudrait être de vrais philosophes. Mais je sens ce parallèle-là. Et cette espèce d'esprit de contradiction. Et ces sponsors, ces partenaires, j'essaie de les faire rêver, mais en même temps de les rassurer en disant, voilà, ce n'est pas fou. Je crois que c'est possible. Et voilà, donc voilà, c'est comme ça que j'essaie de trouver le financement. Après, c'est une organisation lourde, compliquée, qui des fois, où je pense pas avoir de qualité particulière. Je rame beaucoup pour organiser toutes ces expéditions. Je me fais beaucoup aider, bien sûr, par toute une équipe. Je crois pas avoir des qualités particulières vraiment de logisticien, d'organisateur, tout ça. Pour ça, je me fais beaucoup aider et c'est même ce qui pourrait peut-être à terme me faire renoncer à ces grands projets, c'est la lourdeur de leur mise en place. Et pourtant, tu as des partenaires réguliers. Tu peux peut-être en citer quelques-uns, je sais pas, depuis tes débuts. Si je peux, oui, quand bien on sûr. entend Oui. le témoignage de Pierre Descamps dans ta bio, Ouais. qui raconte les prémices et la création de la fondation L'Œil d'Andromède, que de chemin parcouru quand même. Oui, en termes de moyens. c'est vrai. Mais c'était la force aussi d'être avec Pierre, qui était sans doute... moi, j'avais des rêves, lui, il avait des visions. Je sais pas si c'est des mots très différents, mais en tout cas, lui, il avait cette capacité à se projeter dans quelque chose à structurer. Alors que moi, j'ai plutôt tendance, je crois, à me projeter dans quelque chose, pas qui se ferme, mais qui au contraire veut s'éparpiller, quoi. Et c'est peut-être pour ça qu'on est complémentaires, d'ailleurs. Mais ouais, je sais plus ce qu'on disait. Et donc parmi tes partenaires privés, publics. Alors oui, il y a les deux parce que le fait de faire appel à l'aventure, de faire appel à la science et de faire appel à l'image ou peut-être même à l'art, ça permet d'avoir des partenaires très variés. Plus large, ouais. Voilà. Alors j'ai un partenaire fidèle et précieux depuis, on va fêter les 10 ans, qui est la manufacture horlogère suisse Blancpain, qui est au final une petite marque si on regarde le nombre de montres produites, mais c'est des montres de très grande qualité et qui ont vraiment à cœur de soutenir l'exploration et la conservation. Pour de vrai, j'allais dire. C'est-à-dire que, bien sûr qu'ils ont besoin de vendre des montres, de faire la publicité, mais leur façon de faire, c'est de dire, on fait pour de vrai des choses, pour que précisément, sans doute, nos montres, elles aussi, ça prouve qu'elles aussi, elles sont là pour de vrai, en quelque sorte. Et voilà, comme ils disent eux-mêmes, avant, les plongeurs avaient véritablement besoin d'une montre pour plonger. Aujourd'hui, il y a des ordinateurs, de l'électronique, on n'en a plus réellement besoin, donc il va falloir que vous ayez besoin de nous pour d'autres raisons, pour que cette nécessité
soit toujours authentique. Et c'est vrai qu'ils sont un de mes premiers soutiens. Mais après, j'ai les partenaires publics, hein, l'Agence de l'eau, l'Office français de la biodiversité, tous ces les facultés aussi, un peu investissent. Oui, bien sûr, les universités. On est souvent associé à plusieurs universités, celle de Montpellier, bien sûr, qui vient nous aider, et puis des collectivités locales, là où se passent les projets. Ça va être le territoire. L'Assemblée corse, enfin en tout cas le territoire corse, ça va être la DIREN de Polynésie française, ça va être des organismes publics concernés directement par le lieu où on va essayer de mettre en lumière un mystère sous-marin. Voilà, donc oui, j'ai la chance d'avoir un spectre assez large. Mais j'ai le défaut d'avoir des rêves toujours plus compliqués, et donc à chaque fois j'ai l'impression qu'on repart à zéro dans le montage de ces projets. Ok. Alors parmi les images les plus connues de ton travail, on peut citer évidemment celle que tu as faite à l'occasion de la mission Gombessa 4 au milieu des requins en Polynésie française. Ce projet a duré 4 ans et tu as réalisé pas moins de 85 000 images. Il a débouché sur un film, 700 requins dans la nuit, réalisé par Luc Maresco, et sur un ouvrage. On écoute le témoignage de Vivien Leménian, un ami à toi et le producteur du film de la société Les Gens Bien Productions, nous raconter une anecdote pour le moins insolite qui t'est arrivée sur place pendant la mission. Ah, je crains le pire. Avant de faire 700 requins, on avait fait un repérage à Fakarava, donc dans le même lieu et sur la même passe, la nuit. En petite équipe où on avait fait un portrait de Laurent pour 7 à 8 sur TF1. Dans ces plongées de repérage, pendant la nuit, il n'y a jamais eu d'accident. Mais lors d'une de ces chasses de requins, et Laurent est au cœur de la meute pour prendre les photos les plus magnifiques possibles, et du coup il s'approche, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, quand ils ont repéré ces frénésies de requins, et ces chasses, la nuit, ils osaient à peine s'approcher, et comme disait Laurent, ils avaient les genoux au niveau des oreilles. Parce qu'ils étaient tellement paniqués par ce qu'ils voyaient et par le danger. Parce que, comme dit Cédric, un des plongeurs, une morsure non intentionnelle, ça fait aussi mal qu'une morsure classique. Et en fait, lors du tournage de ce film, Laurent, tout d'un coup, il a senti une douleur derrière le mollet. Et donc, il s'est fait un garrot, ça a commencé à saigner. Donc, c'était pour l'équipe un bon stress. Ils sont remontés tout doucement avec les paliers qu'ils devaient faire. Et grâce à nos superbes caméras ralenties, on a pu s'apercevoir qu'en fait, le requin n'avait rien fait du tout, mais il avait pris un poisson chirurgien qui, en fait, a des petites piques au niveau de ses dorsales. Ça s'appelle un poisson chirurgien, c'est-à-dire que c'est vraiment des petites scalpels qu'il a au niveau des dorsales. Et en prenant dans sa gueule ce poisson chirurgien, il était parti à toute vitesse, le requin. Il a frôlé le mollet, qui a déchiré la combinaison. Et en fait, cette déchirure derrière le mollet qu'a eu Laurent, c'était le scalpel d'un poisson chirurgien et non la morsure d'un requin. Bon, alors... que de précision naturaliste pour un producteur. Comme le poisson. Alors du coup, finalement, c'est quoi le plus grand risque quand on est la nuit, sous l'eau, entouré de 700 requins à faire des photos? Le plus grand risque, c'est comme à chaque fois qu'on est sous l'eau, c'est le risque banal de la noyade. Voilà, de se noyer parce qu'on est dépourvu de branchies et qu'on est quand même dépendant d'un scaphandre qu'on a sur le dos qui nous permet de respirer. Donc je crois que le vrai et seul risque, c'est pas le seul, mais le premier risque, c'est de jamais oublier qu'on est sous l'eau et qu'on peut se noyer à tout instant, quoi. Voilà, c'est l'accident de plongée. Pas l'accident lié aux animaux. Moi, toutes les mini blessures que j'ai pu avoir avec des animaux. Alors c'est sûr que c'est plus romanesque, c'est sûr que c'est. Elle était pas mini celle-là, hein. On la voit sur le carnet d'expédition de ton bouquin. Elle était pas si petite que ça. C'est 4 points de suture, pas plus. Et puis très propre parce que précisément c'est pas une morsure de requin qui aurait été quelque chose sans doute de un peu. On peut faire pareil avec un couteau en se préparant un sandwich. Exactement. Et je pense que ça arrive beaucoup plus souvent en se préparant un sandwich qu'avec un requin. Alors, pour l'anecdote, je n'ai pas été victime d'un requin, mais d'un requin armé d'un scalpel, quand même. C'est quand même c'est pas commun. C'est assez rare quand même. Non, mais c'était bien parce que ça a confirmé que quand on a alors il faut avoir le bon comportement. Il faut pas croire que c'est
comme le dit Vivien, au final, on n'a jamais été paniqué malgré ce qu'il dit, mais simplement on avait on est tellement impressionné qu'on gardait nos distances et que cette approche de ces requins en chasse, parce que c'était complètement inédit, hein, paradoxalement, il y a énormément de plongées en Polynésie, même dans cette fameuse passe sud de l'atoll de Fakarava, mais il n'y avait aucune plongée de nuit. C'est fou, hein. À quelques heures près, on était dans un univers inédit. Alors que le reste du temps, il y a plein de plongeurs, de touristes qui viennent voir cet endroit. C'est des plongées faciles au final, le jour en tout cas. Et là, tout à coup, on basculait dans quelque chose d'inédit. Donc évidemment, on avait plein de réticences, plein d'a priori sur ce qui pouvait arriver ou pas devant ces chasses. Mais on s'est vite aperçu que c'était certes très impressionnant, mais pas risqué si on reste calme, voilà. Alors, certes pas risqué, mais on vous voit bien dans le film notamment vous faire bousculer par tous ces requins gris. Comment tu bosses dans ces conditions? Comment tu te concentres sur le cadrage, la composition? C'est une espèce d'habitude à prendre. D'ailleurs, on s'apercevait que chaque année, on devait à nouveau se réhabituer à ces ambiances un peu particulières. Parce en fait, il faut réussir à inhiber plein de réflexes de protection vous voyez, le simple fait de sursauter, quoi, de se retourner vivement, de mettre les mains devant, tout ça, il faut l'inhiber. Il faut se laisser aller complètement. Et effectivement, au début, moi, je faisais les premières photos faites devant ce spectacle fou. J'avais jamais l'œil dans le viseur, en fait. J'appuyais sur l'appareil photo comme ça, en regardant devant moi, ça, sans viser, sans cadrer. Photo ninja. Ouais, et ça donnait que de piètres résultats. Mais au fur et à mesure qu'on se décontractait, qu'on a appris à accepter... En fait, c'est quand on a compris que nous n'étions pas des cibles. Nous étions des obstacles. Alors forcément, on est un obstacle, on est bousculé. Mais si on comprend qu'on est juste bousculé et pas visé, on se laisse bousculer et on reste l'œil dans le viseur. Je faisais ces plongées sans quasiment jamais quitter l'œil du viseur parce que c'est des mouvements tellement éphémères, tellement rapides que si on attend de les voir pour lever l'appareil et déclencher, c'est déjà fini, quoi. Donc il faut rester dans ce viseur, anticiper les mouvements en disant tiens, les requins sont par là, la meute se forme, donc il est très probable que la chasse parte à droite ou parte à gauche, et puis anticiper ça, faire sa rafale de photos dans laquelle on ne voit rien au moment de la prise de vue. On n'a même pas le temps de vérifier tout de suite derrière parce que le but c'est d'être là pour la scène suivante. Et donc, c'est souvent au petit matin, hein, quand le jour se levait et quand on déchargeait les cartes, qu'on s'apercevait vraiment de ce que j'avais imaginé pouvoir réussir en termes de cadrage, en termes de comportement, etc. Moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était la microseconde avant. Voilà. Parce que une scène de carnage avec un poisson qui se fait dévorer, au moins, nous, on avait la légitimité que c'était des attaques naturelles. Voilà. Mais des images de requins qui mangent du poisson, malheureusement, on en voit surtout des milliers. Mais c'est jamais naturel, c'est du nourrissage de requins, on leur amène des poissons morts, voilà. Mais je pense que la différence, en tout cas dans la puissance de ce qui se passe à ce moment-là, c'est un peu comme si on disait que on sait ce que c'est des loups qui chassent en meute parce qu'on a nourri un chien en mettant de la pâtée dans la gamelle. Vous voyez. Je pense que la différence entre le feeding de requins, qui pourtant peut paraître des fois un peu assez violent, et une vraie chasse naturelle, c'est le même rapport. Ça n'a rien à voir. Et donc, on avait droit à ça. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était la microseconde avant. C'est-à-dire au début juste avant vraiment la prise du poisson, ou que le poisson s'échappe, mais quand il y a encore un doute, quand il y a encore un mystère finalement, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est ces photos-là que je préférais où on sent que le poisson est en position très très délicate, mais qu'il n'est pas encore pris. Alors ça, c'est des microsecondes que de temps en temps j'ai réussi à attraper, mais forcément sur 85 000 images, il y en a quelques-unes qui ont réussi. Ouais. Alors, avant d'être scientifique et photographe, tu es peut-être même avant tout
un grand sportif et un grand plongeur. Non, je suis pas un grand sportif. Spécialisé dans la plongée en eau profonde, et tu travailles d'ailleurs activement à repousser les limites physiques de cette discipline. Sur l'expédition Gombessa 5, tu as utilisé une véritable station pour pouvoir rester pendant plusieurs jours sous l'eau à plus de 100 mètres de profondeur. On vous propose d'écouter la voix de Ludivine Sagnier dans un second extrait du documentaire Planète Méditerranée réalisé par Gilles Kebaili. À l'intérieur de la tourelle règne un mélange gazeux qui n'est pas l'air de la surface. Seulement 3% d'oxygène et 97% d'hélium. C'est lui qui agit sur les cordes vocales et déforme la voix. Ce cocktail strictement dosé évite l'ivresse des profondeurs et les convulsions épileptiques qui sont les principaux dangers si l'on respire de l'air à grande profondeur. Mais au bout de quelques heures, le corps des plongeurs est saturé de cet hélium, interdisant toute remontée à l'air libre sous peine d'accident mortel. En se dirigeant vers la surface, nos 4 plongeurs ne peuvent donc vivre ailleurs qu'enfermés dans cette station étanche où règne la même pression qu'au fond de la mer. Pour le corps des aquanautes, ce n'est donc qu'une seule et même plongée pendant 28 jours. J'aurais peut-être dû mettre la musique d'Abyss en introduction de cette émission. Bon, ça paraît complètement dingue. C'est quoi une journée type pour toi dans cette station? Alors, j'allais pas dire spatiale, mais sous-marine. Batial, station Batial. Ouais, on a Batial, spatial, ouais. Oui, on a joué sur les mots. On était très fiers du parallèle. Et d'ailleurs, dans la série des gens prestigieux avec qui je discute, on a refait cette expérience de plongée à saturation avec la station Batial. Donc l'été dernier en Corse, on a remis ça pendant une vingtaine de jours à 120 mètres de fond. Et on a fait un duplex extraordinaire avec la station spatiale et avec Thomas Pesquet. Qu'on peut voir sur YouTube, oui. Donc on était super fiers. Avec une belle voix à l'hélium. Thomas dans l'espace, nous sous l'eau, et on a discuté comme ça. Et voilà, c'était très sympa. Lui, je pense son programme était... lui, il est resté 6 mois, nous on est resté 20 jours. Mais son programme est très très chargé, ses sollicitations internationales, mais c'était sympa qu'il accepte. Voilà. Voilà. Bon. Thomas Pesquet, check. Il s'entraîne, lui, d'ailleurs, dans ces conditions-là. Il le dit. Il avait fait des plongées en saturation pendant 9 jours. La maison sous la mer qui est en Floride, qui sert à l'entraînement des cosmonautes, en tout cas à vivre cet isolement, qui est une maison sous la mer à 18 mètres de fond, je crois. L'avantage, c'est qu'à 18 mètres de fond, on peut quand même ressortir assez vite et on peut rester sous un mélange d'air. Donc, il évite plein de contraintes. À 120 mètres de fond, on est obligé de respirer des gaz compliqués qui sont pas très agréables parce que les échanges thermiques avec l'hélium sont tels qu'on a toujours trop froid ou trop chaud. On n'arrive pas à trouver une neutralité. Et qui, parce qu'on est très profond, vont engendrer un retour au monde réel très très long, quoi. Il y a 4 jours de décompression, plus qu'il ne faut pour revenir de la Lune, quoi. mais c'est ce qu'il faut, c'est ce qui est nécessaire pour prolonger ces plongées à des profondeurs il faut comprendre dingues. Pourquoi tu t'infliges ça l'explique le mieux possible, mais c'est quand même compliqué. Il faut bien comprendre que quand je veux passer du temps à 120 mètres de profondeur, pour prendre ce chiffre-là, chaque 4 ou 5 minutes passées à 120 mètres me coûte 1 heure de remontée. Okay. Passer une demi-heure à ces profondeurs-là, c'est presque 6 heures de remontée. Donc c'est très cher payé. Donc autant y rester, quoi. Voilà, exactement. Parce que par contre, c'est pas proportionnel. C'est asymptotique, c'est-à-dire que il arrive un moment, c'est le principe de la saturation, le corps est saturé. À partir de cet état de saturation, peu importe que l'on reste 1 semaine, 1 mois ou 1 an, la décompression sera la même. Et c'est tout ça l'intérêt. Donc on y va, on y reste, on vit sous pression, que l'on soit dans l'eau ou au sec dans la station, on est toujours à la même pression. Donc pour le corps humain, c'est la plongée qui continue finalement, c'est toujours la même pression. Et on ne fait la décompression
qu'une seule fois, et pas chaque fois que l'on remonte, quoi. On ne le fait qu'une seule fois. À la fin, elle est un peu longue, elle dure 4 jours, mais 4 jours pour autant de temps qu'on aura les moyens de s'offrir ce mode de vie, en quelque sorte. Mode de vie qui est jamais qu'un grand détournement. On n'a rien inventé, hein. On est allé détourner les moyens de la plongée industrielle qui a été développée dans les années 70, qui a connu son essor là, 70, les années 80, pour l'exploitation pétrolière offshore, et des techniques qui n'ont été réservées qu'à ça. Que l'exploration sous-marine, l'illustration, la science auxquelles ils n'ont jamais eu droit. Et j'ai toujours rêvé de détourner ces moyens-là et de les adapter à notre façon de faire. Et voilà, on a réussi à faire ça en 2019. Et cette expérience t'a permis de ramener des images d'un exotisme fou quand on sait que tu étais simplement en mer Méditerranée, finalement très profond. Quel souvenir, anecdote marquante tu gardes de ces plongées prolongées dans l'impossible, comme dit Sylvain Tesson dans une émission d'ailleurs avec toi. Quels souvenirs tu en gardes et quelles anecdotes marquantes te reviennent à l'esprit? Déjà, il faut voir que c'était à peu près tous les jours. J'ai eu la récompense d'une image inédite presque quotidiennement. Tous les jours, je revenais à la station avec une espèce jamais illustrée, vivante, voire ou alors, c'est presque mieux, une espèce très connue, mais qui nous offre un comportement inédit. Comme si t'allais chercher des Pokémon, en fait. Peut-être, ouais. Je maîtrise moins cet univers parallèle. Mais petite dédicace à mon fils. Non, mais en tout cas, il y a cette notion d'univers parallèle, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent. Parce qu'on est là, tout à coup, je vais photographier, je sais pas, l'araignée élégante. J'ignorais même son existence avant de la photographier. Un petit crustacé très longiligne, avec des pattes très fragiles, comme ça. Ou la reproduction des calamars veinés qui se sont accouplés sous nos yeux, privilège énorme quand on sait qu'ils vont se reproduire qu'une seule fois dans leur vie et mourir juste après, donc on est là devant un spectacle unique. Ça c'est incroyable, mais ce qui rajoute encore au trouble ou à cette idée d'un exotisme étrange, c'est quand tout à coup je mets ça en parallèle du fait que je viens de voir ces animaux, ces comportements incroyables, et tout à coup, la réalité revient. Je suis à Marseille, ou je suis à Nice, à Monaco. Je ne suis pas au fin fond de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, je ne suis pas sous la banquise antarctique. Alors ça, je trouve ça et à la fois très troublant et très grisant, parce que je sais que ça va être un élément déroutant pour les gens qui vont s'intéresser à notre travail, de se dire, mais c'est vraiment là, ça ? Et oui, c'est là. Et c'est pour ça que c'est un peu comme un monde parallèle, parce que qu'est-ce qui nous sépare des grandes fiestas sur les plages de Saint-Tropez quand je suis au Cap Lardier, donc devant Saint-Tropez? C'est 100 mètres qui nous séparent, 120 mètres. C'est la longueur d'un terrain de foot. Et moi, je suis pourtant dans un monde parallèle où j'ai l'impression, sans doute légitime, d'être le premier à me promener là, avec mes camarades, et de découvrir des créatures presque de science-fiction. Et à 100 mètres de là, en caricaturant, il y a des boîtes de nuit. Voilà. Donc, cette idée de monde parallèle, voilà, on n'était ni loin ni proche, on était ailleurs. Alors on le comprend bien, hein, la mer Méditerranée, c'est un de tes terrains de jeu favoris. Néanmoins, au cours de l'expédition Gombessa 3, tu as exploré les eaux profondes polaires de l'Antarctique au cours d'un projet que tu as réalisé avec le photographe Vincent Minier et qui était porté par Luc Jacquet, le réalisateur du célèbre film La Marche de l'Empereur. On vous propose d'écouter Vincent Minier. Mais ça, c'est injuste. Parce que ça, c'est pas cool, parce que je sais que j'ai déjà parlé vous m'avez fait parler sur Vincent, du coup, moi, je me suis lâché, j'ai balancé des vannes et tout ça, j'ai essayé de le piéger, et du coup, forcément, il va se venger, là. On va voir. Non, on va l'écouter. Fallait me dire, tout cas, j'aurais dû passer en premier, surtout. On va écouter Vincent, qui va nous parler de votre rencontre, de vos points communs et de vos différences. Okay. On l'écoute. Laurent Balesta.
Eh ben oui, un ami de longue date, on s'est croisé dans les allées des festivals au début, et puis ensuite on a eu la chance, grâce à Luc Jacquet, de faire quand même 3 mois d'aventure assez inoubliables ensemble en Antarctique. Ça, c'était quand même assez magique, où là on a appris à se connaître. Et voilà, je crois que respect mutuel, admiration réciproque. Et puis, moi, j'étais assez subjugué de voir à quel point on tend vers la même chose. Je pense qu'on a quand même des choses assez proches, assez similaires, des visions de notre métier, de ce partage de la beauté. Et puis, en même temps, des méthodes vraiment différentes. Il jalouse un peu mon minimalisme, comme il dit. C'est vrai que je suis souvent un peu tout seul et avec très peu de matériel. Et lui, c'est tout l'inverse. Et moi, je serais incapable de mener des expéditions comme il le fait, où c'est un véritable chef d'orchestre qui arrive à bien s'entourer, de trouver les bonnes personnes pour qu'il y ait une complémentarité et que chacun ayant sa mission, on arrive à des expéditions assez uniques. Voilà, donc après, moi, ça m'a toujours marqué. Il a raison, il fait souvent des bonnes analyses où il m'envie. Il y a une jalousie de ma méthode d'affût que lui ne peut pas faire. Et il a tellement raison, parce que moi, c'est vrai que j'ai un paysage, j'ai un décor. Je vais mettre tous les moyens pour avoir vraiment l'animal dans ce décor, en attendant la belle lumière. Et lui, malheureusement, avec tout son matos sous l'eau, c'est quelques minutes, mais pas plus. Donc je comprends qu'il puisse m'envier. Finalement, quand tu es dans cette station sous-marine, c'est un peu comme si tu faisais un affût géant, quoi. Il n'y a pas de fenêtre. D'accord. Non. Et puis quand bien même il y aurait des fenêtres, même l'eau la plus claire du monde, ça permet de porter son regard à quelques dizaines de mètres devant soi, donc comme si on était dans un épais brouillard sur Terre, même dans l'eau la plus claire du monde. Donc non, il y aura toujours cette frustration mais en même temps, c'est ce qui fait que travailler l'imaginaire quand on est sous l'eau, c'est-à-dire que les décors, on les reconstitue petit à petit dans sa tête comme un puzzle dont on voit les pièces séparément, et puis après, dans sa tête, on se fait une idée globale. C'est d'ailleurs pour ça que je cherche à faire souvent des photos des paysages les plus larges possibles, en utilisant des systèmes panoramiques, pour embrasser les décors qui parfois échappent à l'œil humain, mais que l'œil de l'appareil photo et les technologies modernes permettent de reconstituer. C'est ce qui m'avait valu le prix au Wildlife la première fois avec la photo de l'iceberg, qui était une vision qui échappait à mon œil, parce que trop grand, trop vaste sous l'eau, mais avec les techniques panoramiques, en assemblant, je crois, 163 photos, on a pu reconstituer cet iceberg en entier, sur lequel on voit des petits vermicelles qui sont mes 3 camarades qui sont là autour de cet iceberg. Alors c'est vrai que c'est à la fois exaltant de ne pas pouvoir tout voir, parce que du coup, il y a un challenge, ça fait travailler l'imaginaire et c'est assez exaltant. Et en même temps, une frustration j'aimerais effectivement des fois pouvoir me poser avec un téléobjectif sous-marin, voir des choses très loin de moi et les capter comme ça doit être génial. Mais... Il évoque ta jalousie des photographes terrestres. Je me souviens de ton docu sur le Sélacanthe, on te voit frustré, presque à jeter ton appareil par terre, parce que tu as raté une session d'intervallomètre sous-marin. C'était pas glorieux, ça. Ouais, et c'est des séquences, c'est ça. Bon, sur la Terre, tu foires, tu peux recommencer très facilement. Ouais. Quand vous débarquez tous les deux en Antarctique, Vincent, il prend tout de suite sa poulka et puis il se barre faire des photos. Toi, quelques heures après, nous, la première plongée, c'était 4 jours plus tard. Ouais. Oui, voilà, parce qu'il faut installer le matos, les combis. Ah oui, surtout là-bas, c'était tellement compliqué d'imaginer la première plongée que ça a pris un temps fou. Ouais. Bah oui, c'est comme ça. Après, c'est ce qui fait que j'ai un tel potentiel, que tous les photographes sous-marins, des fois sans le savoir d'ailleurs, on a devant nous un potentiel d'image infini. Certains photographes terrestres diraient que c'est pareil, mais quand même, je pense que la difficulté pour nous, c'est d'aller dans l'eau, surtout quand on veut aller très profond ou dans des conditions où il fait très froid, ou bon voilà. Mais que la difficulté, c'est atteindre leur univers. C'est pas de trouver les animaux. Une fois qu'on a réussi à s'affranchir de tout ce qu'il faut pour atteindre leur univers, bah après c'est facile, quoi. C'est comme si vous étiez imaginez être le premier à photographier un éléphant, quoi.
Oui, enfin, encore faut-il savoir et maîtriser la technique oui, photographique. mais... Parce que quand tu arrives en bas, enfin, notamment quand tu as de grandes profondeurs, tu n'as plus de lumière, faut maîtriser les techniques de base. Là, on en vient un petit peu à ta technique. D'ailleurs, là, pour écairer on ne peut pas de la mer. éclairer une scène en entier. Il faut vraiment utiliser la lumière naturelle autant qu'on peut, même au-delà de 120 mètres. En fait, jusqu'à quasiment 200 mètres, règne encore, selon les régions du monde, bien sûr, mais règne encore une lueur qui parvient de la surface. Moins d'1% de la lumière de la surface, mais quand même, ce moins de 1%, ça suffit pour imprégner une plaque sensible, surtout avec les plaques ultra sensibles des appareils modernes. Je pense que Laurent Balesta est un photographe qui pousse les ISO. Ça, c'est sûr. Ah oui, d'ailleurs, tu es prêt à les pousser jusqu'où, les ISO, d'ailleurs? Oh là là, j'ai déjà fait des images à 30 000 ISO. Ouais. Ah, que tu publies, ouais. Oui, après, avec... Alors, disons, on arrive à faire des photos où 30 000, 12 000, etc., ou en tout cas, quand j'appuie sur le bouton, ce que je vois sur mon moniteur est plus lumineux que ce que je voyais à l'œil nu. Bien sûr. Voilà. Et voilà. Alors évidemment, il peut y avoir du bruit, mais souvent il est acceptable. En plus, maintenant, il y a quand même des filtres Lightroom qui sont redoutablement efficaces pour venir adoucir le bruit dans le bleu au fond Enfin, dans mon cas, c'est toujours des fonds bleus, quoi. Et il peut y avoir du bruit là-dedans, mais on arrive bien à l'atténuer sans pour autant que ça vienne atténuer les détails des premiers plans. Et du coup, au contraire, la lumière artificielle que je ramène quand même dans mes images, pour redonner un peu les couleurs, parce qu'il y a moins d'1% de la lumière de la surface. Par contre, il n'y a plus de couleurs. Là, les couleurs, elles ont été absorbées dans les premiers mètres. Donc très très vite, sous l'eau, on est dans un monochrome. Alors que paradoxalement, les animaux possèdent des couleurs intrinsèques hyper variées, hyper vives. C'est même à se demander pourquoi être rouge, vert, bariolé, alors que de toute façon, à 100 mètres, on est tout bleu, quoi. Et que les poissons ne se baladent pas avec une lampe pour s'éclairer les uns les autres. Donc, voilà. Bon, je pense qu'ils n'ont pas les mêmes capteurs rétiniens et qui font qu'ils doivent distinguer des choses qu'on voit, qu'on ne distingue pas nous. Donc moi, je rajoute évidemment un peu de lumière artificielle pour ça. Mais du coup, je dois la doser. On pourrait croire que parce qu'on est très profond, que c'est noir, on amène beaucoup de lumière. Mais c'est tout l'inverse. Je dois mettre souvent 3-4 filtres neutres pour tomber les diaphes sur mes éclairages. C'est du flash, de la lumière continue? Les deux. Okay. Un peu des deux, mais je dois souvent le mettre au minimum parce que précisément, une fois qu'on a mis 30 000 ISO sur son appareil photo, si on met un coup de flash, on crame tout. Donc souvent, je suis aux vitesses minimales sur mes flashs, style au 120e de la puissance max du flash, et sur lequel je vais encore rajouter 2 ou 3 ou 4 filtres neutres pour encore le tomber, pour juste venir restaurer les couleurs naturelles de ces animaux, mais garder la lumière naturelle qui va venir imprégner. C'est ce mélange un peu délicat que j'essaie de maintenir. Je veux pas faire des photos tout au flash, ça serait très facile en même temps, pour plein de raisons, mais je serais comme une voiture dans la nuit avec ses phares. Bah oui, tu vois très bien le sanglier qui traverse devant la voiture, mais t'as pas vu la forêt autour. Okay. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la forêt autour. Donc. Et du coup, en attendant tes 2 Z9, qui sont peut-être sur ton bureau déjà actuellement au moment où on enregistre cette émission, c'est quoi ton setup? Quel boîtier? Quelle optique? Il y a quoi dans ton sac étanche? T'emmènes quoi dans ton sac à dos sous l'eau? Alors, en général, je pars avec 4 ou 5 boîtiers. Des Nikon D6 et des Z7. Okay. J'ai quand même toujours un peu de mal avec la visée électronique. Surtout sous l'eau, parce qu'à cause de cette lumière monochromatique qui arrive, en fait, quand on regarde dans un appareil réflexe sous l'eau, bien sûr, c'est aussi une lumière monochromatique qui arrive, puisqu'il y a le filtre de l'eau a tout filtré. Mais l'œil humain fait une sorte de balance des blancs automatique et me donne une sorte d'intuition de ce qui est jaune, de ce qui est rouge en réalité, avec l'expérience peut-être aussi. Enfin, donc quand je regarde avec une visée réflexe l'image réelle, j'arrive quand même à me donner une idée.
Quand je regarde malheureusement un écran, un moniteur, là j'ai vraiment le truc monochrome qui est un peu perturbant. Perturbant parce que c'est nouveau pour moi ces appareils. Peut-être que de toute façon c'est certain que dans quelques temps il y aura plus que ça, donc faudra faire avec. Mais voilà, puis je suis un peu lent moi à changer de méthode. Donc voilà, j'ai des Nikon D6 que je privilégie encore un peu trop peut-être. Z7 pour m'habituer au Z9, voilà. Et tu mets quoi comme optique alors dessus de prédilection, celle que tu utilises le plus fréquemment? Oh, c'est une gamme un peu variée. Malheureusement, évidemment, je n'utiliserai jamais moi un 1200 mm sous l'eau, ça c'est impossible. Donc moi, mes focales les plus longues, c'est 105 mm, quoi, 105 macro. Depuis quelque temps, j'essaie de faire des choses aux 200 mm. Alors c'est très compliqué, ça marche pas bien. Mais j'ai enfin je me dis que ça vaut le coup de persévérer encore un peu. Il y a peut-être des choses à faire. Et c'est surtout après des grands angles du 35 mm jusqu'au 13 mm. Et peut-être, pour terminer, est-ce que tu peux nous parler des caissons finalement, parce que c'est pas n'importe quel caisson que tu utilises à ces profondeurs-là. Oui. C'est des trucs sur mesure qui doivent coûter, j'imagine, plus cher que le boîtier lui-même. Qui fait les caissons? Enfin, voilà, c'est quoi les critères des caissons? J'ai le même partenariat avec Nikon qu'avec une marque de caissons qui s'appelle Sicam, qui est une marque autrichienne qui fait des caissons qui sont des Rolls-Royce, quoi. Et qui est aussi mon partenaire, qui m'aide depuis mes débuts aussi, enfin en tout cas mes débuts professionnels, on va dire. Bon. Et donc il me soutient. Et je leur ai cassé beaucoup de matériel au début, hein, parce que au début ce constructeur qui est un artisan au final, même s'il est c'est un ingénieur génial, mais c'est une petite boîte familiale, c'est pas des chaînes de production énormes, hein, ce genre de choses là. Et donc au début il n'avait pas de chambre pour tester la résistance de ces caissons. Donc, c'était des calculs mathématiques. Il me disait, ça devrait tenir. Et puis, il y a 20... Et je te confirme que ça ne tient pas. C'était un peu ça. J'ai d'ailleurs publié plusieurs fois dans Paris Match des photos de mes boîtiers pulvérisés par la pression lors de plongées très, très profondes. Mais au final, ça plaisait à tout le monde. Tout le monde était super content de ces boîtiers. Même Nikon était super content de voir un boîtier Nikon pulvérisé. En me disant, voilà, c'est génial. Du storytelling. Ouais, mais non, alors, ça poussait les limites. Et, je me souviens d'une réflexion d'un de leurs dirigeants qui disait, les gens utilisent même pas 10% des fonctions d'un appareil photo. Toi, t'es allé un petit peu au-delà des 100% quand même. Là. Mais au moins, voilà. Bon. Et voilà, donc c'est des caissons qui, avec les années, ont évolué parce que ils se déforment en fait. Quand on atteint au-delà de 100 mètres, et à quelques reprises, je suis allé même à 200 mètres. Et vraiment, le caisson qui est en fonte d'aluminium, il tient la pression, mais la pression est telle qu'il se déforme légèrement. Et des fois, c'est des commandes mécaniques. Tout à coup, les petits boutons sont plus, les alignements se font plus entre les commandes, et donc je perdais le contrôle. Donc au fur et à mesure des années, je disais c'est frustrant, je suis à 120 mètres, tout à coup j'ai plus mes vitesses, j'ai plus que le diaph, je suis bloqué. Alors au fur et à mesure, on a fait évoluer les choses. Et là maintenant, non, ça marche très très bien. Tous les caissons sont bien testés dans une chambre avant de me les confier. Voilà. Donc c'est assez lourd, hein. Je me retrouve souvent avec plusieurs boîtiers sous l'eau, chacun sa batterie de flash qui va avec. Mais voilà, encore une fois, parce que je suis pas seul, j'ai un partenaire qui est avec moi, qui est un plongeur virtuose et qui ne se retrouve pas en détresse quand je lui accroche 2, 3, 4 boîtiers sur le dos en plus de tout avec 700 requins autour. Ouais.